C'est parti. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette deuxième session de web séminaire autour du référencement. On accueille à nouveau Ludovic Renou, gérant de la société Triple Loops, Google Partner et expert en web marketing. Il va nous accompagner durant cette session-là, comme il nous a accompagné en mai sur la première session de découverte sur le référencement et la troisième session qui aura lieu en octobre. Je vous redonnerai la date plus tard concernant le référencement payant. Cette fois-ci, on va un petit peu plus loin dans le référencement naturel, notamment sur des techniques pour l'améliorer. Ludovic, je te laisse prendre la main concernant un peu, peut-être 2-3 minutes de ce qu'on avait vu la dernière fois et pour continuer. Juste pour information, donc ce web séminaire, comme d'habitude, il est enregistré. Comme d'habitude, vous avez la main dans le bloc de conversation en bas en droite pour poser vos questions et on reviendra à la fin, notamment sur ces questions que vous pouvez vous poser. Parallèlement, on continue à mettre à jour une foire aux questions à l'issue de ces 3 web séminaires sur le référencement. Vous aurez donc une petite boîte à outils avec les 3 sessions de web séminaire, la FAQ et quelques références sur le sujet. Ludovic, c'est parti, je coupe son et image de mon côté. Vu que la webcam ne fonctionne pas pour toi aujourd'hui, tu peux aussi la couper. Et pour les participants, vous avez donc la possibilité de vous mettre en plein écran la présentation directement avec les flèches qui sont situées sur la partie haute de votre écran. Bon web séminaire à tous et on reprend la main d'ici une quarantaine de minutes, le temps que Ludovic présente son web séminaire. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Désolé de pas être présent au niveau du visuel. Ce sera le son uniquement. Pour ceux qui étaient là 2-3 minutes avant, en gros, je pense que j'ai trouvé la raison. Visiblement un pilote qui s'était pas mis à jour, mais il faut redémarrer l'ordinateur, donc on va pas le faire maintenant. Pour me présenter rapidement, j'ai fondé en 2008 un cabinet de conseil en référencement. On est basé à Cap-Breton dans les Landes. Et nous sommes 3 personnes actuellement dans ce cabinet de référencement avec une partie référencement naturel, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et une partie référencement payant, dont on parlera lors du dernier web séminaire sur cette série sur le référencement. Pour, euh, pour démarrer la présentation, j'ai une diapo que j'ai repris de notre premier web séminaire qui avait vocation d'introduction et qui avait vocation de parler également de stratégie de référencement. Cette diapo, c'est celle de la stratégie de mots-clés. Alors certains qui étaient présents, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Pour les autres, je vais planter un petit peu le contexte. Le principe du référencement naturel, c'est donc d'augmenter votre visibilité, enfin d'améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche, principalement sur Google parce que aujourd'hui, sur le marché européen, Google c'est plus de 9 recherches sur 10, les miettes se partageant entre Bing, Yahoo principalement et des moteurs de recherche plus anecdotiques comme Quant ou DuckDuckGo ensuite. Donc être visible, être plus visible sur Google et être plus visible quand les internautes vont faire des recherches qui vont vous paraître pertinentes dans le cadre de votre activité. Donc la diapo que vous avez sous les yeux, c'était plus ou moins la conclusion du premier web séminaire où on disait un mot-clé comme hôtel pas cher Pays Basque, c'est recherché 170 fois tous les mois. C'est la deuxième colonne de ce tableau. Quel est l'intérêt pour moi d'être visible, par exemple avec l'office de tourisme, d'être visible sur ce mot-clé? Clairement, c'est un intérêt parce que l'internaute cherche à venir consommer probablement du séjour dans ma destination. Donc, j'ai envie d'être visible et la question du web séminaire du jour, c'est comment puis-je être visible, comment puis-je améliorer ma visibilité sur Google. Euh, pour, euh, pour finaliser un petit peu cette rapide introduction sur le précédent web séminaire qui a été enregistré, donc vous pouvez regarder à la suite de celui-là éventuellement l'enregistrement du premier web séminaire. Euh, lorsque lorsque Jean-Baptiste me propose une thématique sur comment améliorer son référencement, là je vais vous montrer des améliorations plutôt d'ordre très opérationnel, c'est-à-dire comment puis-je faire avec mon existant
pour être meilleur. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en termes de référencement, il y a toujours une piste d'amélioration possible, c'est celle de créer du contenu. Si vous créez du contenu qui répond à des recherches mots-clés qu'on a identifiées au préalable, eh bien, ce contenu, vous avez une possibilité de le positionner sur Google quand ces mots-clés sont tapés, et forcément, ça va améliorer votre référencement. Si on part du principe que l'indicateur le plus important en termes de référencement, c'est le trafic que vous allez récupérer depuis les moteurs de recherche. Donc, la base de l'amélioration en termes de référencement, clairement, c'est le contenu. Plus vous créez du contenu, plus vous créez des opportunités de trafic en provenance des moteurs de recherche. Alors, à présent, on va justement parler donc d'amélioration sur de l'existant. On va essayer de se faire une image de votre site et de se dire comment puis-je faire maintenant pour l'amener plus haut en termes de positionnement. Et la question qui va se poser, parce que c'est la question fondatrice de toute amélioration en termes de référencement, c'est comment fonctionne le moteur de recherche et comment fonctionne Google dans notre cas. Sur la diapo que vous avez sous les yeux, il y a une recherche hôtel Mimizan, recherche classique d'hébergement, qui va sortir sur Google 382 000 résultats. Ça veut dire que potentiellement, vous avez 382 000 concurrents qui ont l'ambition plus ou moins marquée de sortir sur ce mot-clé-là. Et la question qui va se poser est la suivante. Comment Google va choisir les 10 prétendants à la première page et comment va-t-il les classer? Pourquoi TripAdvisor ou Booking va sortir devant ou derrière le site de l'Office de tourisme ou devant ou derrière les hôteliers de la destination? Alors, ce mode de classement provient directement de l'algorithme de Google, algorithme dont on sait pas mal de choses, mais par le biais des communications de Google, par le biais des retours d'expérience, mais qui reste quand même un algorithme secret, c'est-à-dire que tout n'est pas dévoilé, pour la bonne et simple raison que Google veut éviter d'avoir son algorithme truqué ou voir des référenceurs qui essayent d'exploiter des failles de cet algorithme. On va passer très peu de temps sur cette diapo, mais je voulais vous montrer cet élément parce que c'est une ressource qui est intéressante en termes de référencement. Ça s'appelle les Search Engine Ranking Factors et c'est une entreprise assez connue dans la veille en référencement qui fait ça, c'est Moz, M-O-Z. Je vous ai mis le lien vers les Search Ranking Factors de Moz. C'est une enquête faite auprès de nombreux experts du référencement pour savoir quels sont, selon eux, les éléments sur vos pages, en dehors de votre page, qui vont être les plus importants pour Google. Et cette enquête, elle est complétée par une étude de corrélation entre justement la présence de ces éléments dans les pages web et le positionnement de ces pages web. Une étude qui est portée sur des milliers et des milliers de pages web et des milliers de requêtes. Donc c'est un peu, enfin c'est une forme de bible sur le référencement, sur la veille en référencement. Donc voilà, vous avez le lien, vous pourrez le voir. Les Search Engine Ranking Factors sortent tous les 2 ans et la dernière édition c'est 2015. Donc on devrait en avoir une en premier trimestre, enfin, fin de premier trimestre 2017 a priori. Alors toutefois, pour simplifier ces facteurs de référencement qui font partie donc de l'algorithme de Google, on a souvent l'habitude de les présenter en 2 familles. La famille des facteurs on-page, donc sur la page, tout ce qui va se passer en gros dans vos pages web. Et là on va parler, donc c'est notamment de ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler de balises de référencement qui sont des éléments absolument cruciaux qu'on retrouve dans vos pages web et que Google va identifier dans le but d'une part vous positionner, mais également vous présenter lorsque les internautes vont faire des recherches, et le contenu texte et les éléments techniques qui sont un petit peu plus difficiles à saisir parce que justement demandent quelques compétences en termes de code, mais on en parlera rapidement. Et l'autre famille, les facteurs dits off-page, que vous allez connaître principalement sous la forme des liens qu'on récupère de l'extérieur, donc ce qu'on appelle les backlinks ou les liens entrants. On va en parler rapidement. Ces 2 familles de facteurs,
font la fondation de Google depuis 2000. Il faut savoir que les facteurs dits off-page c'est plus ou moins l'invention de Google quand Google est arrivé sur le marché, avec la fameuse formule du PageRank, dont je reparlerai peu lors du web séminaire, mais lorsque Google dépose ses brevets et se lance, tout est en partie basé sur le PageRank, c'est la vraie nouveauté. L'idée, c'est de dire que on ne peut pas se baser uniquement sur des facteurs on-page pour classer les pages web, il faut se placer sur d'autres choses. Alors vous noterez qu'il y a des petites étiquettes nouveaux sur certains éléments là, sur cette page, notamment l'impact des réseaux sociaux au niveau du off-page. Aujourd'hui, si Barack Obama vient en vacances à Bordeaux et qui tweet en mettant un lien vers l'office de tourisme, ça va avoir un impact sur le référencement de l'office de tourisme. Ça reste relativement nouveau, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de communication de Google là-dessus, donc on ne sait pas précisément comment ça va impacter le référencement, mais on sait aujourd'hui que ça impacte le référencement. Et parallèlement, juste un mot sur la dernière ligne, le comportement de l'internaute sur Google. Ça aussi, ça fait partie des nouveaux facteurs que Google utilise à présent pour classer les pages web. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous sortez numéro 1 sur Hôtel Mimizan avec le site officiel de l'Office de tourisme. C'est un site qui est alors c'est un exemple purement hypothétique, mais c'est un site qui est vieillissant, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs parce qu'il a été refondu, je crois, celui de l'Office de tourisme de Mimizan, mais mettons que c'est un site qui est vieillissant, qui n'est pas responsive web design et l'information n'est pas forcément bien présentée, l'internaute clique depuis Google vers le site de l'Office de tourisme. S'il revient tout de suite vers Google, Google va considérer qu'il n'a pas été satisfait par le contenu du site, par le contenu que le site lui proposait, par opposition au résultat numéro 2, où là l'internaute est resté très longtemps et n'est jamais revenu vers Google. Et ces facteurs-là, alors sur des statistiques quand même importantes, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire pour un utilisateur, ces facteurs-là vont avoir un rôle. Ce qui signifie que de plus en plus, et c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter là, le référencement doit s'inscrire dans une stratégie de satisfaction de l'utilisateur en termes de consommation de médias sur le web. Alors, donc, vous l'avez compris, famille on-page, famille off-page. On va présenter d'abord la partie on-page parce qu'elle a beaucoup plus d'importance et en général, c'est là où vous êtes plutôt site de destination plutôt moins bon que sur la partie off-page. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on va commencer avec la partie on-page et l'importance absolument cruciale de l'arborescence de votre site. Pour démarrer, on a vu que la stratégie de mots-clés devait être un élément fondateur de votre stratégie de référencement. Pourquoi? Parce qu'on est capable aujourd'hui, avec différents outils, notamment présentés justement dans le premier web séminaire, de savoir ce que les internautes cherchent sur Google. À partir du moment où on comprend ce qu'il cherche et qu'on est capable d'identifier l'intention de l'internaute derrière chaque recherche, on peut se dire, voilà, sur tel mot-clé, ça vaut le coup d'être visible. Et donc, on peut donner une forme spécifique à son arborescence pour répondre à toutes ces problématiques de mots-clés. Alors, concrètement, sur les sites de destination, il y a 4 types de pages sur lesquels on va pouvoir jouer pour capter un maximum d'opportunités de mots-clés. Bon, la page d'accueil, relativement limitée, mais sur laquelle il faudra du texte parce qu'on a envie quand même d'être visible avec la page d'accueil et c'est une page qui est absolument cruciale en termes de référencement. Par contre, c'est une seule page. Les pages de listing, vous avez vos bordereaux issus des systèmes d'information touristique, donc typiquement votre listing d'hôtel, votre listing d'activités, votre agenda, toutes ces pages représentent des opportunités en termes de référencement. Et ensuite, vous avez toutes les pages détails pour tous les établissements, tous les lieux, enfin bon, en gros, tous les détails du système d'information touristique qui doivent être optimisés parce que chacune d'entre elles va pouvoir être visible sur Google et rapporter du trafic au site.
Et enfin, et je pense que c'est là qu'on a le plus de marge de progression, et c'est vrai que aujourd'hui c'est là que se différencient énormément les sites de destination. Certains vont avoir très très peu de contenu éditorial, d'autres vont en avoir beaucoup plus, et les contenus éditoriaux vont vous permettre de générer du trafic sur des mots-clés qui vont justement ne pas être traités par le système d'information touristique. Alors, je vous parle de ça, je vous parle de ces 4 types de pages parce que ça simplifie un petit peu la problématique de référencement, et l'idée ce serait de cocher chaque type de page en se disant est-ce que j'ai bien bossé sur l'optimisation de chaque type de page. Je vais vous donner 2 exemples sur la problématique de cette arborescence qui sont assez qui illustre assez bien la problématique des sites de destination en termes de référencement. Le premier exemple, c'est le CDT 64, qui est à Bayonne, et qui a un site qui regroupe, comme tout CDT, les flux des différents OT en termes de données touristiques partagées. Le constat, lorsqu'on travaille sur l'optimisation d'un tel site, c'est de se dire, il y a énormément de ressources dans la base de données. Comment peut-on faire pour exploiter toutes ces ressources de base de données afin de présenter une page qui corresponde à chaque requête de l'utilisateur? Alors là, l'exemple que je vous donne, c'est le CDT qui crée une page qui va lister uniquement les hôtels, uniquement à Bayonne. Alors, on rentre, c'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu technique. L'idée, c'est de dire, j'ai ces infos dans mon moteur de recherche, enfin j'ai ces infos dans la base de données touristique. Il va falloir que je crée une page qui va présenter la liste des hôtels à Bayonne. Et cette page, je vais faire en sorte de l'optimiser. Donc l'optimisation, on va en parler tout de suite après là, sur les balises et sur le contenu. Je vais l'optimiser et je vais donner à Google un accès à cette page de manière à ce qu'il puisse me positionner sur cette page et donc améliorer mon trafic sur ce type de mots-clés. Alors ce qui est assez intéressant là sur le CDT64, c'est un travail qui a été fait avant la saison 2015, donc le travail a dû être terminé à peu près au printemps 2015. Sur l'été 2015, on a fait plus de 200% de trafic en provenance des moteurs de recherche, donc un x3, sur les pages de listing, donc celle-ci, issue de la base de données touristique. Donc ça, alors c'est un CDT, il y a plus d'impact sur un CDT, encore plus d'impact pour un CRT, un peu moins d'impact pour un office de tourisme. Néanmoins, là, il y a vraiment quelque chose à creuser pour vous. Votre base de données est souvent peu optimisée en termes de référencement, et la question qui se pose, c'est comment on peut faire pour avoir plus de listings. Deuxième exemple, peut-être encore plus facile à saisir, avec le site osegor.fr de l'Office de tourisme d'Hossegor. J'ai vu que Sophie était présente dans la discussion, donc elle pourra éventuellement, dans le cadre de la FAQ, apporter son témoignage, puisqu'on a une belle augmentation de trafic également. Là, sur le principe, on se rend compte qu'il y a des recherches pour un mot-clé comme tapas Hossegor. Or, le listing classique, c'est un listing qui va lister tous les restaurants. Eh bien, ce que va faire l'Office de tourisme d'Hossegor, c'est créer des pages de listing supplémentaires pour avoir les restos gastronomiques, les pizzerias, les restos asiatiques, les tapas. Ça, donc, ce ne sont que des simples modifications sur l'arborescence, mais à partir du moment où ces pages vont être optimisées, ça va contribuer à apporter plus ou moins de trafic selon l'arborescence que vous aviez auparavant. Donc, point numéro 1, l'arborescence. Point numéro 2, on va parler maintenant de balises et de contenu, et on va comprendre un petit peu ce que Google recherche sur vos pages et pourquoi ces éléments sont importants, quel est leur rôle en termes de référencement. L'élément le plus crucial en termes de référencement naturel, c'est probablement ce qu'on appelle la balise title. Cette balise title, elle est visible sur chaque petit onglet de votre navigateur. Donc dans la page
qui est sur le diaporama, qui est le listing des campings sur le site Tourisme Land du CDT des Landes. Cette balise, elle dit camping land 40, location mobil-home, bungalow, chalet. Cette balise, l'internaute la voit relativement peu. Par contre, les moteurs de recherche lui accordent une importance assez significative, à condition que l'on retrouve quand même sur la page suffisamment de contenu pour venir en cohérence avec la balise indiquer sur quel mot-clé la page web devrait sortir. Donc, élément probablement le plus important, la balise title. Élément secondaire, contenu. Et le contenu, c'est le texte, mais également les images. Donc tout ça doit être optimisé. On va reparler un petit peu plus tard. Et je voulais juste m'arrêter rapidement sur l'URL. Donc l'URL, c'est le nom de la page, tourismeland.com/camping-land dans ce cas-là. Alors, un petit mot justement sur cette URL. Aujourd'hui, sur la plupart des sites, on va avoir des URL qui sont dites réécrites, c'est-à-dire qu'on n'aura pas tourismeland.com/détail égale ID égale 992 358. Bon, la base, hein, c'est justement d'avoir ces URL réécrites, mais aujourd'hui, globalement, tout le monde a des URL réécrites. Attention quand même sur la partie base de données où parfois on a encore des URL qui ne sont pas forcément bien réécrites. Par contre, un mot sur l'importance des mots-clés dans cette URL, et notamment du nom de domaine. Aujourd'hui, on va voir que sur des hébergeurs, sur des prestataires d'activités, le nom de domaine a encore un impact absolument crucial en référencement, même si cette importance est supposée décroître un petit peu dans le temps. On voit que si on tape un mot-clé camping plus un terme géographique comme un département ou une ville sur laquelle il y a un petit peu de concurrence, vous allez avoir beaucoup de sites qui sortent avec soit le mot camping, soit le mot soit le mot-clé géographique dans le nom de domaine. Ça a encore une importance assez cruciale sur ces petits sites. Ok, alors là on regarde la page telle qu'elle est vue par un internaute et on regarde les éléments qui sont importants pour Google. Google, lui, va plus précisément chercher ces éléments dans le code source de la page. Donc vous retrouvez le deuxième élément encadré, c'est la fameuse balise title dont je parlais, qui est très importante. Plus bas, ensuite, dans le code, on va retrouver du contenu. J'insiste bien là-dessus parce que une page qui est optimisée, c'est du contenu qu'on retrouve du contenu qu'on retrouve dans le code source. Or, dans certains cas, la manière dont la page peut être codée va faire que le contenu n'est pas visible dans le code source. L'internaute le voit, mais le moteur va peut-être galérer pour le trouver. Et là, dans ces cas-là, vous allez forcément en pâtir en termes de référencement. Ça, c'était le premier point au niveau du code source. Le deuxième point, c'est la présence de la balise qu'on appelle métadescription, que vous voyez là, c'est le premier élément encadré sur la page, toujours la page de listing des campings dans les Landes, donc qui dit la balise métadescription qui dit vous cherchez un camping dans les Landes, comparez tous les campings sur le site officiel du tourisme dans les Landes 40. Cette balise métadescription vient compléter la balise title qu'on retrouve et dans le code source et sur la page web, et on va retrouver ces deux éléments ainsi que l'URL dans la page de résultats Google. Donc en gros, les balises que vous saisissez dans votre site web sont d'une part celles qui vont faire que Google va réussir ou pas à comprendre ce que vous faites et donc à vous positionner. Et deuxièmement, vont s'afficher dans la page de Google et donc vont permettre ou pas de donner envie de cliquer à l'internaute qui vient de faire la recherche. Le référencement, c'est vraiment deux choses. D'une part, mettre des mots-clés dans les balises pour se positionner. D'autre part, faire en sorte que ces balises donnent envie de cliquer. Par exemple, là, juste en dessous du site du CDT, il y a une balise title que je trouve assez intéressante. Juste en dessous, c'est le site campingfrance.com qui met le nombre de campings qu'il a sur son site. Donc 221 campings dans les Landes. Et c'est vrai qu'en tant qu'internaute, ça peut donner envie de cliquer à partir du moment où on est en train de rechercher un outil pour comparer des campings. Voilà. Alors, ces balises répondent à
a des règles assez précises en termes d'optimisation, notamment en nombre de caractères. Donc vous avez compris déjà qu'il fallait mettre des mots-clés. Vous avez compris également que il fallait pas mettre une énumération de mots-clés moches, parce que dans ce cas, on aurait du mal à donner envie de cliquer aux internautes. Et ensuite, il faut respecter un certain nombre de caractères. Si on utilise trop de caractères, ça peut donner envie de mettre plein de caractères dans ces balises, plein de mots-clés dans ces balises, mais le problème c'est que ça va diluer l'importance de chaque mot-clé, donc il faut respecter un certain nombre de caractères et respecter, voilà, trouver le bon positionnement du curseur entre je mets des mots-clés parce que j'ai envie d'être visible et attention, j'ai également envie d'être cliqué, et aujourd'hui une énumération de mots-clés, typiquement, c'est quelque chose qui va avoir du mal à être cliqué par l'internaute. En termes d'amélioration, je voulais vous donner un petit outil parce que, alors, bien évidemment, le niveau des personnes qui sont connectées va être très différent entre une personne qui a l'habitude de manipuler des balises de référencement et une autre personne qui le fait moins. Vous avez des sites qui aujourd'hui sont existants. Une des premières étapes à mettre en place pour faire de l'amélioration de balises, c'est d'aller voir l'outil Google Search Console. Donc je vous ai mis un lien là pour Google Search Console et notamment justement pour cet outil spécifique sur les balises. Google Search Console, c'est un outil gratuit qui est fourni par Google et qui permet aux personnes qui sont en charge des sites web et du référencement, de savoir comment Google perçoit le site. Y a-t-il des problèmes de page d'erreur? Est-ce que Google n'arrive pas à comprendre votre contenu parce que la page a été codée bizarrement? Et puis notamment là, l'exemple donné sur cette diapo, est-ce que mes balises ont été bien conçues? Est-ce que j'ai des balises qui sont trop courtes? Est-ce que j'ai des balises qui sont trop longues? Est-ce que j'ai des balises qui sont en double? Et je vais pouvoir cliquer à chaque fois pour télécharger la liste et apporter des améliorations. Il est clair que d'avoir des balises title ou des balises métadescription en double, c'est une erreur, puisque ça signifie qu'on a des pages qui sont optimisées pour les mêmes mots-clés et donc qui vont se cannibaliser potentiellement du trafic alors qu'elles pourraient être sur des mots-clés différents. Voilà pour ça. Google Search Console, c'est un très bon outil. Alors ça prendrait beaucoup de temps de présenter toutes les fonctionnalités, mais en voilà une qui est intéressante. Je vais vous parler maintenant de contenu, puisqu'on a pu aborder un petit peu la partie des balises. Au niveau du contenu, le constat que nous faisons quand on travaille sur des sites de destination, c'est que malheureusement, du contenu, il en manque. Il en manque pour bien sortir dans Google, et il en manque souvent parce que contenu texte est parfois synonyme de site moche. Or, aujourd'hui, on peut réussir le site de Bordeaux notamment est un bon exemple, mais le site d'Ossegor également, vraiment un joli design avec du contenu texte quand même présent sur toutes les pages. Le contenu est absolument crucial pour que Google, qui, ne l'oublions pas, même aussi sophistiqué soit-il, ça reste quand même un robot, pour que Google comprenne de quoi parle la page. Et il se trouve que alors vous allez voir sur certains sites e-commerce notamment où ça va aller beaucoup plus loin et chaque page de catégorie de produits va avoir potentiellement 300, 400, 500 mots. C'est un peu comme si sur la page des listings des hôtels, vous expliquiez que le parc hôtelier dans votre destination, il est composé de telle gamme de prestations et que géographiquement, on va trouver des hôtels qui sont plus en bord de mer, d'autres qui sont plus dans la forêt, d'autres qui sont plus en ville, etc., etc. En gros, on met du contenu aujourd'hui beaucoup pour du référencement et les résultats sont vraiment très nets. Rajouter du contenu sur vos pages de listing, c'est absolument crucial pour votre référencement. Après, si on parle de pages éditoriales, vous avez un certain nombre de principes qui méritent d'être respectés pour optimiser au mieux votre page de contenu. Alors, c'est une structure avec des paragraphes et des sous-titres idéalement pour chaque paragraphe. Le principe, c'est que Google considère que l'internaute scanne et vu que l'internaute scanne le contenu, il faut lui donner très rapidement une espèce de visualisation de la page et de ce qu'il va trouver dans les différents paragraphes. Utiliser les mots-clés
qu'on a utilisé dans la balise title, absolument crucial parce que ça va permettre à Google de comprendre qu'il y a une cohérence entre votre balise title avec les mots-clés les plus importants et votre contenu. Utilisez des mots-clés secondaires parce que justement Google va essayer de planter le décor de votre page par rapport aux mots-clés qui sont cherchés. Alors, l'exemple qui est souvent donné, si on parle du Joker, de Robin et de la Batmobile, bon, bah, c'est des mots-clés secondaires qui font penser à Batman et qui font partie du champ sémantique Batman. Bon, ça, en général, quand on écrit naturellement, on arrive à justement bien planter le décor avec les mots-clés secondaires. Voilà, pensez que plus il y a de contenu, plus ça va avoir d'impact. Alors après, à un certain niveau, ça pèsera plus, mais quand vous faites des pages de contenu éditorial comme que faire dans ma destination quand il pleut et que vous allez mettre du contenu, voilà, il faut essayer d'aller viser 250 mots. On considère que c'est plus ou moins la barrière à partir de laquelle Google est vraiment confiant dans la compréhension qu'il peut faire de la page. Pensez à utiliser des liens à la fois internes et externes, pas trop pour que ça reste quand même joli, mais n'oubliez pas qu'Internet, c'est la possibilité aussi d'avoir plus d'infos en cliquant sur un lien. Les liens internes vont améliorer en gros le maillage de votre site web et ça c'est bon pour le référencement. Les liens externes vont permettre de positionner un petit peu votre contenu par rapport à d'autres sites qui font référence potentiellement sur un sujet donné. Et n'oubliez pas les images doivent être optimisées également. L'optimisation des images est relativement plus simple que l'optimisation des pages web. On va considérer que l'élément le plus important sur les images, c'est d'avoir une balise alt, qui est également appelée texte alternatif, qui doit décrire l'image, idéalement avec des mots-clés. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand on recherche une destination sur Google, très souvent Google Images apparaît, et donc c'est absolument crucial en termes de trafic d'être bien placé avec une image de la destination qui renvoie vers votre site. Alors, le troisième volet sur la partie des facteurs on-page, ce sont les éléments techniques. Alors, je vais vous laisser cette diapo, mais pas énormément la commenter parce que malheureusement, chaque élément nécessiterait qu'on rentre vraiment dans un détail qui peut être un petit peu trop technique. Je voudrais vous parler toutefois de deux nouveautés, donc les deux premiers points qui sont affichés là. Alors, rapidement sur le premier point, vous avez peut-être suivi la prise de position de Google depuis 2 ans maintenant sur l'ergonomie des sites et le fait qu'ils soient mobile friendly, donc qu'il soit facile à utiliser, à naviguer quand on est sur un mobile. Donc Google a renforcé un petit peu sa position sur les sites mobile friendly et il se trouve que la vitesse de chargement de votre site va avoir, notamment sur mobile, va avoir un impact maintenant sur le positionnement de votre site. C'est quelque chose qui est très compliqué à voir parce que le fait de rendre un site plus rapide, c'est quand même relativement technique. Mais la question qui se pose vraiment, c'est comment puis-je faire pour avoir un site qui à la fois soit extrêmement séducteur, mais extrêmement rapide, parce que clairement ça a un impact en termes de référencement et tous les signaux actuels laissent penser que ça va avoir un impact grandissant au fil des années. Google est à l'origine là depuis ce début d'année. Je dirais de tête que c'était en fin d'hiver, début du printemps, cette initiative qui s'appelle le AMP HTML. Le AMP HTML, c'est un nouveau format d'HTML qui permet de charger les pages extrêmement rapidement quand on est sur mobile. Et ça, c'est quelque chose qui va tous nous impacter dans les prochaines refontes de sites où il faudra se poser la question d'avoir justement des pages qui sont disponibles en HTML et des pages miroirs qui sont disponibles en AMP HTML de manière à charger beaucoup plus vite et à apparaître sur Google beaucoup plus haut. L'autre point qui est assez intéressant, c'est également l'importance grandissante des données structurées. Alors, les données structurées, je vous ai mis 2 diapos là-dessus pour un petit peu illustrer. Alors, ça a 2 vocations, ces fameuses données structurées. Le premier objectif des données structurées, c'est de permettre aux robots, donc Google notamment, de comprendre ce que l'on trouve dans vos pages web sans avoir à rechercher énormément de contexte pour le comprendre. Typiquement, l'exemple donné, c'est comment
j'arrive à comprendre qu'on me parle du Taj Mahal restaurant à Bordeaux ou du Taj Mahal monument. Et ces données structurées, en gros, ce sont des données qu'on va rajouter dans le code HTML pour dire ça s'appelle Taj Mahal, mais il s'avère que c'est un restaurant. Et ce restaurant, il est à tel endroit. Alors, étape numéro 1, permettre à Google de comprendre mieux ce qu'il y a dans votre site. Ça a un impact non négligeable sur toute la partie SIT. Si votre base de données est associée à des données structurées qui sont bien implémentées sur votre site, Google va avoir beaucoup plus de facilité à comprendre de quoi il s'agit parce qu'il y a souvent très peu de contenu, donc c'est très difficile de se baser sur le contexte. Le deuxième avantage des données structurées, c'est le fait que dans certains cas, Google va choisir d'afficher ces éléments tirés des données structurées dans les pages de résultats directement. Vous avez un hôtel dans le Gers là que j'ai pris en exemple ci-dessus dans la diapo qui affiche des étoiles qui sont extraites des avis d'utilisateurs qu'il y a sur le site de l'hôtel. Et Google va chercher ces infos qui sont rentrées sous forme de données structurées et les affiche dans la page de résultats. Il est clair que d'avoir des étoiles quand ses concurrents n'en ont pas, ça donne une visibilité qui est quand même vraiment non négligeable. Autre élément qui est tout nouveau, Google qui annonce qu'il va aller chercher maintenant sur certains sites des avis d'utilisateurs pour des établissements locaux. Et là, on voit notamment que donc on est sur un parc aux États-Unis, un parc naturel aux États-Unis, et on voit que alltrails.com, qui est un site privé extérieur à Google, donc vous avez Facebook à côté, mais là c'est quand même plus connu, et puis vous avez Trekaroo en troisième site. Donc ces deux sites, Alltrails et Trekaroo, vont avoir des données structurées sur leur site au niveau des avis d'utilisateurs, et Google décide de les faire remonter dans sa page de résultats directement. Je pense que ça aura un impact majeur. Le seul risque, dans le cas des sites de destination touristique, c'est le fait qu'on a des acteurs qui sont aujourd'hui extrêmement positionnés. Je pense à TripAdvisor, mais pas que. Et du coup, je pense que Google se tournera probablement vers ces sites plutôt que d'autres, mais voilà, éventuellement sur la prestation d'activité, je pense que c'est pas encore complètement fermé là-dessus, donc il y a des choses à faire au niveau des données structurées. De toute façon, si votre base de données touristique est accompagnée de données structurées, ça aura un impact. En une seconde, cette diapo qui utilise un outil de Google de test de données structurées. Vous avez à gauche le code source de la page et à droite les données structurées qui sont récupérées par Google. Voilà comment on peut réussir à s'améliorer en termes de données structurées. Je vois qu'il est 11h38 et j'ai entre 30 minutes et 45 minutes pour faire la présentation, donc on va basculer sur les facteurs off-page. Alors, je vous racontais, ça va aller très vite sur les facteurs off-page, parce que je vous racontais tout à l'heure que vous, OT, CDT, CRT étaient un petit peu plus concernés par la partie on-page que la partie off-page, pour une raison très simple. Vous faites partie d'un maillage qui est déjà structuré en France et qui va vous permettre naturellement de récupérer des liens vers votre site, donc qui va vous permettre naturellement de développer la partie off-page sans forcément vous poser trop de questions là-dessus, par opposition à un e-commerçant qui se lance demain pour vendre de l'huile d'olive. Lui est totalement inconnu, il va falloir qu'il développe cette partie off-page pour qu'il réussisse à se référencer, alors qu'aujourd'hui, dans le tourisme de destination en France, on a des liens qui fluctuent voilà, entre OT, CDT, CRT, avec les partenaires. Donc, c'est quelque chose, je veux pas minimiser l'importance de ce phénomène-là, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a souvent une belle marge de progression sur les facteurs on-page, et les facteurs off-page, bien évidemment, peuvent être améliorés chez vous, mais en général, ils sont déjà relativement solides, surtout si on vous compare par rapport à vos concurrents sur le département, qui vont être des sites d'ordre privé, qui vendent de l'emplacement publicitaire aux établissements touristiques. Là, en général, vous avez un vrai avantage en termes de liens, donc en termes de off-page, par rapport à eux. Alors, comment ça se présente cette partie off-page? L'élément le plus fondateur, c'est le lien. Et alors,
pour être bien clair, parce que souvent justement sur cette partie-là, ça reste encore un petit peu flou, les liens qui sont importants pour le référencement sont les liens qui vont pointer vers votre site, mais qui sont hébergés sur d'autres sites. Donc on n'a pas de contrôle direct sur ces liens-là, puisqu'il faut que l'autre webmaster fasse pointer le lien vers votre site. Là, on a visiteflanders.com, les Flandres, et sur la partie droite, et on voit qu'il reçoit un lien depuis, je crois que c'est l'aéroport de Biarritz à gauche, qui présente chaque destination et qui met un lien là vers tourismebelgique.com. Et qui va renforcer le référencement de tourismebelgique.com. Ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes parce que les aéroports et en général toutes les infrastructures de transport ont tendance à mettre des liens vers des sites officiels, mais pas tout le temps vers le bon. C'est-à-dire qu'ils vont potentiellement dire j'envoie un lien vers le site du tourisme dans le département, et pour autant ils se sont trompés de site, ils sont passés sur un site privé au lieu de passer par le site officiel. Donc c'est des choses qui sont à contrôler. Le principe de la récupération de liens, c'est justement de contrôler ces choses-là, comprendre comment ça fonctionne, et comprendre notamment que chaque page web dans votre site se voit octroyer une valeur par les moteurs de recherche, une valeur qui s'appelait à l'époque PageRank. Aujourd'hui, PageRank, c'est plus ou moins mort tel qu'on le connaissait en tout cas. Cette valeur, on l'appelle maintenant l'autorité en référencement. Donc, comprendre que chaque page de votre site a un score d'autorité et que c'est ce score d'autorité qui va faire que vous sortez 6e ou premier quand on cherche hôtel plus votre destination. Vous avez beau avoir vos balises de référencement qui sont bonnes, votre contenu qui est bon, cette valeur d'autorité va faire la différence ensuite par rapport à vos concurrents. C'est ce qui fait qu'on trouve malheureusement pour vous, parce que ce sont des concurrents sur les pages de résultats, énormément de résultats Booking, TripAdvisor, dans les pages de résultats, grâce à leur autorité qui est énorme, et puis bien évidemment leur optimisation on-page qui est bonne également. Mais ça va leur permettre de sortir sur des milliers de destinations quand vous avez envie de sortir seulement sur une destination. Donc c'est cette autorité qui en gros synthétise en fait la récupération de liens que vous allez pouvoir faire. Je voudrais juste finir sur cette partie lien en parlant d'idées de récupération de liens, de pistes de récupération de liens. Jouer justement sur ce fameux maillage institutionnel. Pensez au label, pensez au fédé. Voilà, par exemple, vous avez dans votre destination, vous avez une orientation pêche qui est importante, eh ben, il y a la possibilité de récupérer des liens justement parce que vous êtes un organisme officiel par le biais de la fédé de pêche par exemple. Pensez également à tous les partenariats que vous faites. Vous faites une opération qui cible les familles, vous avez acheté de l'espace sur le site FamilyScope. Bon, c'est souvent des opportunités pour récupérer des liens parallèlement et faire potentiellement un publi rédactionnel que vous mettez sur FamilyScope avec un lien qui va vous permettre d'améliorer votre référencement. Les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, ont un impact énorme en termes d'autorité, en termes de facteurs off-page. Pensez à tous les forums et blogs qui traitent de la destination. La question qui va se poser dans les années à venir, au fur et à mesure que le off-page devient de plus en plus important, c'est quel est le rôle d'une destination touristique, enfin de l'organisme officiel de la destination touristique, sur les forums et sur les blogs. Est-ce que vous ne devriez pas interagir avec un compte qui permet d'envoyer des liens vers votre site au fur et à mesure que vous communiquez sur ces forums, le forum du Routard par exemple. Je pense en termes de liens également à tout ce qui est relations presse et notamment voyage de blogueurs, puisque les blogueurs par opposition à la presse papier vont générer énormément de liens. C'est des choses qui vont avoir un impact majeur sur le nombre de liens et notamment la qualité des liens que vous allez récupérer avec votre site. Et c'est également des choses qui seront beaucoup plus difficiles à récupérer par des sites privés qui parlent de la destination. Vos prestataires, mais surtout les entreprises du territoire et les adhérents. Alors, un petit mot sur ces deux derniers. Entreprises du territoire, on pense à toutes les entreprises qui se revendiquent d'un territoire et qui ont donc un impact quand même sur le tourisme. Je pense notamment pour reprendre un exemple du tourisme du CDT 64, donc Béarn Pays Basque, une AOP comme Osso Irati va envoyer un lien
vers le site du CDT64 très naturellement parce qu'elle va parler du territoire Béarn, du territoire Pays Basque, qui est le terroir de son AOP. Donc les entreprises du territoire, il y a un énorme boulot à faire à ce niveau-là, et pour le moment, clairement, il y a très très peu de sites de destination qui sont bons en termes de récupération de liens auprès des entreprises du territoire. Autre volet sur lequel il faut travailler, vos adhérents, tous les établissements touristiques locaux, idéalement devraient avoir un lien vers votre site. C'est dans le but de vous positionner plus haut sur Google, qui permet également à ces établissements d'être plus visibles par votre biais, en vous aidant là-dessus. Donc plutôt, quand on voit aujourd'hui le nombre de ces établissements qui mettent des liens vers Booking, même encore des hébergeurs, voilà, la question c'est pourquoi les liens ne sont pas vers l'office de tourisme, et vous devez avoir un rôle d'ambassadeur, d'évangéliste, en disant voilà, il faut absolument qu'on fasse remonter des liens depuis les adhérents vers le site de destination, de manière à ce que le site de destination soit le plus haut possible dès lors que sa visibilité est en jeu face à des Booking et des TripAdvisor. On a fait le tour, c'était très dense parce que le référencement naturel, en 30-40 minutes, c'est compliqué. On a même un tout petit peu dépassé. J'espère que ce n'était pas trop dense, et pour les questions, n'hésitez pas, on a encore un bon quart d'heure là pour traiter les questions. JB, je te laisse reprendre la main. Ouais, merci Ludovic pour cet éclairage très très clair. Donc vraiment une approche d'optimisation. Je reprends quelques points pour lancer aussi quelques questions, mais optimisation, t'es revenu pas mal sur comment jouer sur nos pages listing un peu, où nous on est dedans avec les SIT, comment on peut contourner un peu les listings pour réussir à optimiser chaque page créée, tout le travail autour des balises, donc title, pardon, contenu, métadescription, les URL derrière, l'optimisation de contenu de page pure, avoir des données structurées. Donc là, si tu as le copier-coller le petit outil que tu as mis sur une capture d'écran, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes, parce que selon les CMS, on a des propositions d'écrire des titres, des sous-titres, etc. Et tout le monde ne sait peut-être pas comment ça se traduit directement dans le code source. Et donc après tout le travail de fond et de fourmi là que tu évoquais à la fin en off-page, où là c'est sûr que en faisant un peu la tournée des sites, on se rend compte qu'il y avait vraiment un gros travail autour de ça. Et merci, voilà le lien que tu viens de mettre pour tout le monde. Alors, quelques minutes en effet, comme tu l'évoquais, pour faire un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, tant qu'on a Ludovic, expert du sujet. Donc voilà, comme je l'évoquais, tout est clair, tout est limpide. Quelques éléments peut-être précis. Je lance la première. À la fin, tu évoquais le travail à faire avec les prestataires pour faire Oui, je vois Greg. des renvois vers les pages. Alors attends. Attends, JB, ça a coupé quand t'as posé Sur des pages n'importe lequel, qui peut être des contenus qui sont en lien avec le positionnement marketing de l'hôtel, ou du renvoi vers des hôtels et tout ça. Ludovic, tu m'entends? Ouais, je t'entends, et j'ai l'impression qu'on a un petit décalage qui s'est créé. Donc il y a des questions là D'accord. de Marie-Sophie, de Greg. On commence par la tienne, JB, quand même? Vas-y, on commence par la mienne et après on reprend dans l'ordre les questions sur le chat. Alors, est-ce que tu peux reposer la tienne qui a coupé au moment où tu l'as posée? Ok, tu évoquais à la fin de ta présentation la nécessité de travailler avec les prestataires touristiques pour faire du renvoi vers le site internet. Ma question, c'est est-ce que c'est du renvoi sur la page d'accueil, l'URL classique, ou ça peut être du renvoi ciblé, et lequel serait le mieux? Alors, étant donné que chaque page se voit octroyer ce fameux score d'autorité, chaque page de votre site a un intérêt de récupérer des liens. Quand on commence à être très calé sur sa stratégie de référencement, on va savoir vers quelle page on a besoin de récupérer des liens. Par exemple, sur des requêtes comme location de vacances plus
destination, il y a une concurrence ultra forte, plus forte que sur le camping, plus forte que sur l'hôtellerie, des Airbnb, Abritel, Holidays, donc c'est très difficile pour l'OT d'exister sur ce type de requête, OT, CDT d'ailleurs. Donc, on pourrait dire, j'ai envie que les loueurs de meublés de ma destination envoient des liens vers cette page. Donc, réponse courte, JB, en gros, ça dépend de ta stratégie. Si ta stratégie, c'est de grossir ta page d'accueil parce que tu vois que sur le mot-clé de ta destination, tu es loin derrière Wikipédia, derrière la mairie, derrière d'autres sites, bon, bah, on va essayer de gonfler la page d'accueil. Si par contre, on a des pages spécifiques à gonfler, c'est intéressant. Par contre, la remarque qu'on aura régulièrement, c'est quid du prestataire qui, lui, va potentiellement dire attention, moi, j'ai pas vraiment envie d'envoyer un lien vers la page qui va lister en gros, tous mes concurrents, tous les hébergeurs de la destination. Donc, très souvent, c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne. On va dire soit une page d'accueil, soit également des pages qui sont peut-être un petit peu moins gênantes pour les prestataires en termes de liens, et notamment des pages éditoriales sur des mots-clés comme 5 choses à faire dans ma destination ou des choses comme ça qui sont plus généralistes. Et là, le prestataire va moins voir le risque de se mettre en concurrence, le risque de perdre l'internaute. Bon, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un boulot d'ambassadeur que d'expliquer. Notamment, ça se fait dans le cadre des ateliers que les OT mènent parfois, d'expliquer aux prestataires pourquoi c'est important qu'ils mettent un lien. Mais quand on leur explique, il y a plus de barrière. Ils sont OK pour le faire. La preuve, c'est qu'ils le font parfois pour des sites privés. Ok, très clair. On reprend la question de Greg à Handaï. Il y avait une extension disponible pour connaître le page rank des sites sur lesquels nous surfons avant. Google a supprimé cet outil. Est-ce que tu connais un autre outil pour remédier à ça? Ouais, alors clairement, Greg, en fait, cet outil de PageRank, enfin de calcul du PageRank, est devenu obsolète assez vite, puisqu'en fait Google expliquait publiquement que le PageRank était plus ou moins abandonné ou plus ou moins recouvert d'énormément d'autres facteurs sur l'autorité. Je glisse un lien là sur la discussion qui est l'outil Open Site Explorer de Moz, encore une fois, donc les Search Ranking Factors, c'était Moz également. Open Site Explorer, il y a une version gratuite, donc on est capable de regarder le score d'autorité qui est donné par Moz pour chaque site, donc c'est valable pour le vôtre, mais c'est également valable pour d'autres OT ou pour d'autres sites entre guillemets concurrents. Ce qu'on fait dans le cadre de suivi référencement réalisé avec des sites de destination, c'est très souvent qu'on se compare à des destinations un petit peu similaires et on regarde comment celles-ci arrivent à évoluer en termes de récupération de liens, en termes d'autorité, grâce à ce type d'outils qui permet de faire un benchmark et de savoir un petit peu comment on se situe. Avec cet outil, on récupère également les liens qui pointent vers le site. Donc c'est très utile. Bon, malheureusement, voilà, il reste un tout petit peu limité parce que c'est un modèle freemium, donc à un moment donné, il faut payer pour voir plus. Mais c'est un outil qui est très recommandable, d'autant que en termes de corrélation, la valeur de Moz qui s'appelle Page Authority, donc autorité de page, c'est celle qui a la meilleure corrélation avec les résultats Google, donc c'est plus ou moins entendu auprès des référenceurs que c'est l'outil le plus fiable pour ça. Ok, bon, ben, très clair. Question nouvelle de Marie-Sophie, donc un peu plus technique. Elle revient sur le format AMP HTML. Le fait de créer des pages en miroir ne va-t-il pas générer des doublons selon Google et diminuer l'autorité de sites selon Google? Je vois que vous êtes experte, Marie-Sophie, sur ces questions de référencement. En effet, donc il y a un des risques dont on n'a pas parlé, c'est le contenu dupliqué. Donc je vous parlais tout à l'heure de page title ou de métadescription qui était dupliqué. Là, dans le cadre de l'AMP HTML, en fait, il existe une balise qui permet à Google de comprendre que telle page
a pour miroir telle autre page en AMP HTML. Donc à partir du moment où ces balises sont mises en place, il n'y a absolument aucun risque. Il ne faut pas oublier que Google est à l'initiative du format AMP HTML, donc aucun risque à partir du moment où les balises sont mises en place. Pour être tout à fait technique, c'est une balise qui ressemble dans son utilisation aux balises rel canonical qui permettent aujourd'hui de dire à Google ma page /hôtel c'est ma page la plus importante pour les hôtels, mais ma page /hôtel tri par prix égale oui, c'est une page qui n'a pas besoin d'être optimisée, enfin qui n'a pas besoin d'être indexée par Google, donc je lui indique par le biais d'une rel canonical. Désolé si j'ai été trop technique sur ce point. La question méritait un éclairage technique, donc on aura l'éclairage technique. Je prends au passage le commentaire de Fanny du Pays du Refait Quoi qui te remerciait pour la présentation et qui aimerait plus long sur ce sujet. Je fais juste une toute petite parenthèse agenda pour ceux qui sont présents au web séminaire et qui seront intéressés par aller plus loin. Il y a toujours une formation web marketing niveau 2 sur affiner sa stratégie que Ludovic notamment assure. Et il a fait déjà une session au printemps. Il y a une nouvelle session les 9 et 10 novembre à La Rochelle. Et Ludovic, tu me coupes si je me trompe, mais tu reviens pas mal justement sur l'optimisation du référencement, du Google Analytics et des leviers pour optimiser un peu cette stratégie marketing. Complètement, complètement. En fait, on reprend donc les bases du référencement et surtout on les éclaire en regardant les statistiques de votre site et pour comprendre un petit peu sur quoi vous pêchez site par site en termes de référencement et comprendre où peuvent être les améliorations dans votre cas précis parce que c'est des groupes qui sont pas énormes, donc on a vraiment la possibilité d'approfondir sur 2 jours. Donc c'est du teasing. Ouais, ben ouais, la question s'y prêtait. Aujourd'hui, il y a 9, je regarde en même temps sur le tableau de bord que j'ai à côté, il y a 9 inscrits pour La Rochelle, donc les 9 et 10 novembre. On peut dire que par rapport au programme, on peut faire entrer encore deux personnes pour s'inscrire, pour qu'il y ait, ben comme tu dis, que vous puissiez aller dans le détail des choses pendant cette séquence. Je mets juste le lien, du coup, pour ceux que ça intéresse d'aller se renseigner. Et on continue sur les questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des précisions attendues par rapport à ce que nous a présenté Ludovic? Tic-tac, tic-tac. On a peut-être fait le tour. On s'appuiera sur la FAQ pour compléter. Peut-être une question qui arrive. Donc du coup, prochaine session pour le référencement payant cette fois-ci avec le même format. Ce sera donc le vendredi 14 octobre à 11h. Pareil, 1 heure avec 40-45 minutes de présentation et les questions-réponses derrière. Ludovic, fidèle au rendez-vous, on est tout bon sur l'horaire. Bien sûr. Juste une petite précision, JB, sur là-dessus, sur le référencement payant. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu secondaire par rapport au référencement naturel, ce qui est compréhensible pour des raisons de budget. Or, il y a des choses assez incroyables à faire en termes de référencement payant, sans vouloir faire trop de teasing, mais voilà, ça vaudra le coup d'en parler, notamment d'un point de vue stratégique, quoi, ce qui marche pas, etc. Bon, ben impeccable. Vendredi 14 octobre, c'est aussi une semaine avant les rencontres du Tourisme, donc on aura le plaisir de se retrouver là-bas pour ceux qui vont y faire un saut. On va clôturer cette deuxième session web séminaire sur le référencement avec ça. Donc vous allez recevoir un mail avec le lien pour retrouver cette présentation directement en ligne. On le retrouvera notamment sur la chaîne YouTube de la MOPA. D'ici là, rendez-vous le 14 octobre. Vous avez les coordonnées de Ludovic si vous voulez pousser un petit peu la réflexion. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À bientôt. À bientôt, JB. Merci à tous. Au revoir.